Vous avez dit des choses évidentes. Vous avez dit que la défense collective de l'Europe pour les 23 pays membres de l'OTAN dépendait de l'OTAN et ne dépendait pas de l'Union européenne. C'est d'ailleurs inscrit noir sur blanc dans les traités. Donc comment, selon vous, faire émerger l'Europe de la défense telle qu'elle est présentée, y compris par le président Macron, tant que ces traités resteront en l'état? Donc la France entend-elle proposer une réforme de ces traités pour retirer la mention de l'OTAN, permettre ainsi potentiellement l'avènement d'une Europe de la défense? Parce que aujourd'hui, on le voit. Vous nous dites que la défense européenne repose sur l'OTAN. Mais l'OTAN, la Turquie est membre de l'OTAN, Chypre est membre de l'Union européenne, les deux États sont en conflit, et la Turquie refuse tout transfert de données sensibles de renseignements de l'OTAN vers l'Union européenne au motif que cela pourrait servir les Chypriotes. Donc il y a là une contradiction fondamentale entre confier à l'OTAN la défense de l'Europe et vouloir développer une Europe de la défense. Donc comment la France envisage-t-elle de passer outre le problème entre Chypre et la Turquie? Ensuite, vous avez parlé d'Eufor Althea. Mais Eufor Althea n'existe que parce que l'OTAN met à sa disposition son état-major bruxellois. Et donc, comment l'Union européenne peut-elle même mener ses opérations hors de l'OTAN, vu que l'Eufor Althea n'est pas une opération otanienne? Troisième question. Quatrième question, les 800 milliards de financement de Réarme Europe. Aujourd'hui, 62% des armes achetées par les Européens sont des armes américaines. Comment les pays européens peuvent-ils, en claquant des doigts d'une année sur l'autre, basculer pour acheter que des armes européennes? Et donc, comment la France entend-elle s'assurer que ces 800 milliards ne seront que pour acheter des armes européennes? Parce que si cela revient à financer l'armement américain, je ne vois pas l'indépendance de l'Europe. Je vous remercie. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci infiniment, Monsieur Lachaud, pour vos trois questions, en fait. La première, sur celle de la défense, je n'ai pas tout à fait dit qu'il n'y avait pas de défense européenne. J'ai dit que ce qui relevait du domaine de la sécurité collective et des garanties de sécurité collective n'était pas en tant que tel une compétence de l'Union européenne. Ceci étant, nous pourrions nous interroger sur la portée que nous donnons à l'article 42.7, puisqu'il y a quand même, en quelque sorte, une forme de garantie qui est quand même héritée, d'ailleurs, de l'ex-UEO, et qui est d'une certaine façon la possibilité offerte par les traités d'emprunter ce chemin, mais qui, pour le moment, n'a pas du tout été exploité. Donc, comment on articule? Je dirais que là, sur la révision des traités, ça dépasse quand même très largement mon domaine d'activité en tant que fonctionnaire, et donc j'en reporterai à nos autorités politiques sur ce point. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Union européenne, beaucoup de choses se sont faites par les faits. Et donc, le contexte actuel auquel nous sommes confrontés peut nous conduire, et c'est tout le débat actuel, de voir la façon dont le pilier européen de l'OTAN se trouve incarné. Est-ce que, d'une certaine façon, même avec un désengagement européen, certaines des possibilités de l'Union européenne, certaines des possibilités de l'OTAN peuvent être davantage utilisées par les Européens? Et nous sommes un peu précisément à ce carrefour. Sur Eufor Althea et Berlin Plus, bon, bah, c'est quand même ça obéit à des dispositions qui ont été conjointement agréées, et donc au mécanisme Berlin Plus. Jusqu'à maintenant, même si c'est un sujet délicat pour les États membres qui ne sont pas partis à l'opération, puisque nous sommes toujours parvenus sur le fondement du renouvellement de la résolution des Nations Unies qui permet le déploiement de cette opération à obtenir le consensus européen ou l'absence de blocage. Et donc, pour le moment, certes, nous ne pourrions sans doute pas, et là je suis d'accord avec vous, relancer une opération Berlin Plus. Nous sommes en tout cas toujours dans la capacité, pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, d'obtenir le renouvellement de la résolution des Nations Unies et le consensus en européen pour maintenir le déploiement de cette opération. Dernier sujet, le capacitaire. Chypre et la Turquie. Chypre et la Turquie. Quelle était la question exacte, excusez-moi? C'est l'impossibilité pour l'UE de travailler avec l'OTAN, vu que les Turcs refusent de partager des renseignements
C'est un sujet extrêmement sensible. Il faut voir comment justement les circonstances pourraient permettre un certain nombre d'avancées sur le sujet. Dernier point sur le... C'est un baptême du feu pour moi, hein, donc vigilance requise et bienveillance plutôt. Sur le capacitaire, je crois que là, tout en restant dans ce qui est à la fois mon domaine de compétence et mon rôle en tant qu'ambassadrice et non autorité politique, je peux dire que là, nous sommes dans un sens de grande convergence. C'est précisément ce qui est porté de manière constante par nos autorités, de permettre que toute cette montée en puissance capacitaire sur le plan européen se fasse en faveur du renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. C'est pour ça que dans le cadre des discussions EDIP, dont je n'ai pas la charge, mais un des points de cristallisation de la discussion se passe sur la reconnaissance de la notion d'autorité de conception, et que nous souhaitons que des dispositions très claires soient actées dans les textes, afin précisément, puisque ce texte à ce stade ne serait que pour un montant d'1,5 milliard, mais qu'un certain nombre de principes soient posés de manière très claire pour ce que pourraient être les initiatives ultérieures dans ce domaine.